Et bonjour à tous. Bonjour les amis. Alors nous voilà à l'automne et on est allé faire un voyage au Pays Basque et en Espagne, un grand périple à la découverte de pierres, et on vous emmène donc pour découvrir ce 9e épisode de la vie secrète des pierres. Dans les Pyrénées, au Pays Basque, pour découvrir ces cercles de pierre qu'on appelle les cromlechs. Et notamment du cromlech bien connu d'Okabé. Okabé, c'est un endroit assez mythique. Quand on est parti le matin là, pour aller faire cette randonnée à Okabé, on est parti de nuit avec la lampe. On voulait vraiment arriver avec le lever de soleil sur Okabé. On aurait pu se lever un peu plus tôt. Le soleil était déjà levé quand on est arrivé en haut. Sur ce col, on sait pas, c'est assez raide sur la fin, on ne sait pas ce qu'on va voir. Et on arrive sur cette crête herbeuse là, toute dégagée. Il y a encore cette petite lumière bleutée là, du matin qu'on voit assez bien sur les images. Des troupeaux de moutons qui sont rassemblés là sur les hauteurs et des chevaux qui ont passé la nuit là. Hein, ils sont bien, on les voit, ils sont droits comme ça dans le vent. Hein, il y a le vent, mais alors eux, ils s'en fichent complètement. Et nous, on grelottait quand même. Hein, en arrivant le matin, il faisait froid. On grelottait et on est allé se cacher derrière un ensemble de pierres, parce qu'en contrebas, il y a des rochers comme ça. On est allé se cacher là au milieu des rochers pour prendre un petit déjeuner qu'on avait emmené dans notre sac à dos en attendant que ça commence à se réchauffer un petit peu. Oui. Moi, je ne savais pas à quoi m'attendre. Ça m'a transportée. Voilà. Je me disais, oh merci, j'avais une gratitude immense de me trouver là, dans cet endroit magique. Voilà. Un panorama splendide tout autour de nous. Alors déjà ça nous emplit complètement. Ouais. Moi, je peux imaginer que les hommes, autrefois, ils étaient vraiment heureux de venir là. C'était un lieu qu'ils aimaient. Hein. Tellement il y a de la beauté dans cet endroit. Hein. Oui. Tellement c'est grand, c'est beaucoup plus grand que nous. Hein. Oui. Et ça, déjà, tout le monde a ressenti ça. Vous savez, c'est ce qu'on ressent quand on voit le plus beau coucher de soleil qu'on n'a jamais vu de notre vie. Oh, et là, ça dure là quelques minutes. Et on est transporté. Quand on voit la pleine lune, un ciel magnifique l'été avec des milliards d'étoiles. Parfois on se dit oh là là, mais c'est plus grand que moi, tout ça me dépasse et je me sens petit en même temps. Quel bonheur de pouvoir vivre ça. Oui, et on est parmi les moutons et les chevaux aussi, et ça, je trouve que ça rajoute encore au charme du lieu. Oui, alors là, donc on n'oublie pas qu'on est venu pour chercher les cromlechs, pour voir les cromlechs, pour étudier les cromlechs, pour ressentir les cromlechs. Alors, on est au-dessus là, et ces cromlechs, où ils sont, donc on parcourt un petit peu, et puis très rapidement, on voit les premiers cercles, là, cette première alignement de cercles. Il y en a certains qui se touchent, même qui se chevauchent un peu, ces cercles de pierre, donc là, où les pierres, elles se touchent toutes sur un cercle. Voilà. Donc ce sont des cercles qui font entre 2 mètres, disons les plus petits, jusqu'à 7 mètres. Celui qu'on a bien étudié, je crois qu'il fait 7 mètres de diamètre. Oui, je vois que le soleil vient nous chatouiller, ça fait plaisir. Parce que quand on a commencé à mettre en route la caméra, c'était un petit peu gris et froid. D'ailleurs, on a mis les bonnets et puis les écharpes. Voilà, il ne fait pas très très chaud, on est à la mi-novembre, mais on est content de faire cette prise de vue en extérieur, parce que voilà, on est avec les oiseaux, le ciel, et pour nous c'est important, parce qu'en même temps ça permet d'avoir les idées plus claires. Et donc là, sur ce sommet, on a beaucoup de cercles de pierre. Au Okabé, je crois avoir lu une vingtaine ou un petit peu plus que ça. Ouais. Et c'est intéressant parce qu'en fait, il se situe sur un axe, grand courant de migration, des grands courants, des pistes de bergers, de transhumance, qui sont des pistes millénaires. Les gens passaient là pour aller d'un côté à l'autre, entre la France et l'Espagne. Hein. Là, il y avait la route du sel qui passait là aussi. Il y a eu des grands pèlerinages qui passaient. Vous voyez, c'est vraiment des grandes voies. Hein. Il y a les Romains aussi, hein. Il y a des voies romaines. Hein. Oui. C'était des grandes voies de circulation des humains. C'est marrant parce que quand tu parles de grands courants, oui, c'est les grands courants sur Terre. Moi, quand tu parlais de grands courants, je pensais aux grands courants
courant tellurique. Et c'est vraiment un élément essentiel de l'endroit du lieu. Justement, pourquoi ces cromlechs se sont mis là? Ils se sont mis là probablement parce que nous, on constate que là, il y a une grande artère tellurique qui inonde tout cet alignement de cromlechs. Donc c'est un élément important pour l'énergie du lieu. Je dirais, pour rebondir par rapport à ce que tu viens de dire, le ressenti déjà qu'on a dans un lieu, ça c'est une des choses primordiales. Moi j'allais à Okabe avec un petit peu d'appréhension parce que tout ce que j'avais lu sur ce lieu, c'était relatif avec la mort. Et quand on a un lieu qui est en relation avec la mort, en général, on le ressent dans notre corps. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, on connaît des dolmens qui sont des dolmens tombeaux et on connaît des dolmens églises. Et on avait déjà parlé de ça quand on était allé en Bretagne. Dolmen, tombeau, on a d'énergie qui descend dans les chaussettes. Tout d'un coup, c'est très plombant. Et puis l'énergie d'un dolmen église, alors là, c'est vraiment, là, on a le déploiement d'énergie positive. Et ça, on ressent vraiment de façon très palpable la différence entre les deux. Et moi, j'allais à Okabe avec un petit peu d'appréhension. Je me disais, si c'est une nécropole, je vais le savoir tout de suite. Je vais partir en courant. Toi, tu le sens bien, oui. Là, je vais me sauver. Puis après, je vais aller avec les moutons là, au bout de la montagne. Ouais. Et on ne me verra plus. Et donc, quand je suis arrivée là, je suis avancée un petit pas prudent vers le premier cromlech. Et puis, je me suis installée là un moment. Mais là, j'ai senti rien à voir avec un cimetière. J'ai senti là. Mais là, c'est tellement puissant, c'est tellement fort, c'est tellement beau, quoi. C'est tellement grand et qu'on n'a pas du tout envie de partir. On a envie d'y rester des heures et des heures. Et on est en contact direct avec le ciel et la terre. Parce qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'arbres. On n'a pas un seul endroit pour se mettre à l'ombre dans cet endroit-là. Et donc, on est vraiment en contact fort. Cosmo-tellurique. Là, voilà, c'est vraiment Okabe, c'est cosmo-tellurique, puissance. C'est peut-être fait pour ça aussi, pour être bien en connexion cosmo-tellurique, de réunir le cosmos et la terre, de réunir le ciel et la terre, d'être vraiment connecté à ces deux éléments. Alors, il y a le cosmos, il y a la Terre, et puis il y a ce grand courant tellurique qu'on appelle la vouivre. On a déjà parlé donc de ce courant tellurique. C'est quand même une des choses les plus importantes dans un lieu d'énergie, ce courant tellurique. Là, oui, c'est un élément essentiel pour alimenter ce lieu en énergie. Ah oui. C'est ça qui donne l'énergie de vie sur notre Terre, sur notre planète. Et tous les grands lieux d'énergie, tous les hauts lieux d'énergie, ils sont toujours alimentés par ces grands courants, des fois un, des fois plusieurs. Énergie. C'est beau déjà de voir ça. On se dit, oh merci, on est baigné, on est arrosé par ce grand courant et tous les cromlechs reçoivent ce grand courant. Donc, déjà, c'est pas par hasard. Voilà. Et là, encore une fois, rien à voir avec des tombeaux. Rien à voir. On a l'énergie de lieu de connexion avec le grand tout de l'univers. Voilà les énergies qu'on va ressentir à Okabe. Oui, alors on peut se poser la question de qui est à l'origine de ces cromlechs là, justement. C'est intéressant de se poser cette question et se dire, mais bon, dans cet endroit, qui sont déjà depuis quand ça date Il y a 5000 ans, on va dire 4500 ans, 5000 ans. Voilà, c'est à peu près dans ces époques-là qu'ont été implantés ces cromlechs, mais aussi dans ces périodes-là, il y a 5000 ans, 6000 ans, c'est là qu'ont été implantés tous les grands sites. Ça interroge, comment est-ce que ça se fait qu'un petit peu partout sur la planète, en même temps, il y a des êtres qui ont implanté tous ces sites mégalithiques dans la même période pour des raisons qu'on commence à comprendre, mais qui restent quand même relativement mystérieuses, voilà. On peut approcher petit à petit les raisons et pourquoi tout d'un coup cette explosion de sites mégalithiques partout, pas qu'en Bretagne. Oui, partout. Bon, mais ça veut dire que partout il y avait des êtres éclairés, des êtres qui avaient la connaissance. Donc chez les Celtes on les appelait les druides, ailleurs les sorciers. Et en Amérique du Sud, les chamans. Les chamans, voilà. Et en fait c'est toujours les mêmes êtres. C'est-à-dire des êtres, oui, comme tu dis, qui ont la connaissance des énergies, de la façon de les diriger, d'y accéder, de les utiliser. C'est ça. C'est ça.
Oui, on peut les appeler les druides, on peut les appeler les sages, on peut les appeler... Ouais, C'est connoté tout ça. Ouais. Hein. Quand on parle de druide, on voit la barbe blanche avec la grande toge. Quand on parle de chaman, on voit plutôt les plumes. Donc on ne sait pas trop bien quel mot utiliser. Mais des grands êtres, on pourrait dire. Ouais. Hein. Tu vois, comment est-ce que nous, quand on aborde ces endroits, bon, je vous disais, moi, j'y allais avec un petit peu de crainte parce que je me disais, est-ce que c'est vraiment des tombeaux? Et puis très rapidement, je me suis dit non, l'énergie ne correspond pas. Mais j'ai envie d'en savoir plus. J'ai envie de connaître un petit peu plus comment ces lieux sont fabriqués, quels éléments ont été choisis. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Et par exemple, pour créer un menhir, c'est-à-dire pour implanter un menhir, ou pour implanter un dolmen, ou pour implanter un cromlech, ou pour creuser une cupule dans un rocher, parce que ça c'est important aussi, les cupules, on en a vu partout là pendant nos promenades. On va repérer des endroits différents, hein, avec des éléments différents. Parfois c'est l'eau, parfois c'est une faille, parfois c'est un réseau du nickel ou un réseau du fer, ou un réseau du cuivre. On voit qu'il y a une volonté d'utiliser tel ou tel élément pour créer tel ou tel lieu. Hein. C'est-à-dire c'est comme un langage. Moi j'aime bien parler de ça, c'est-à-dire on doit apprendre les lettres de l'alphabet, ensuite on doit apprendre à constituer des mots. Et ces mots ensuite vont raconter des phrases, des histoires. Et pour l'instant, nous, on en est au stade où on essaye de comprendre un petit peu les lettres. On commence à connaître pas mal de lettres. On essaye de voir comment elles sont agencées pour fabriquer des mots. Et les mots, par exemple, ça peut être un dolmen, ça peut être un cromlech. Et ensuite, une fois qu'on a un élément, on voit qu'il n'est pas tout seul, il est en lien avec d'autres. Des fois, beaucoup d'autres. Hein, des fois, un cromlech qui va être en lien avec un dolmen. Et puis peut-être avec d'autres cromlechs qui sont situés différemment. Et des fois, on a des cromlechs au fond d'un vallon qui n'ont pas du tout la même fonction de ceux qui sont en haut d'une colline. Et tout ça ensemble fonctionne ensemble. On ne peut pas prendre une pierre séparée, on ne peut pas prendre un cromlech séparé, on ne peut pas prendre un dolmen séparé ou un menhir séparé des autres, ni une petite cupule séparée des autres, ça n'a pas de sens. Comment tout ça peut s'organiser? C'est ça en fait qui nous intéresse et c'est pas facile d'accéder à tout ça. Hein. Il y a d'abord une étude qui peut paraître un petit peu fastidieuse, c'est-à-dire qu'est-ce qui compose matériellement l'énergie du lieu, hein, ce qu'on pourrait mettre entre guillemets, tous les phénomènes qui sont là, telluriques, cosmotelluriques, qui sont à l'origine de l'énergie du lieu. Et puis à un autre niveau, bon, qu'est-ce que ça provoque? Et puis, quelle fonction ça induit? Et puis après, encore au-delà, qu'est-ce qui pouvait se passer sur ces endroits-là? Hein? Non, ça nous donne... On a du boulot, hein, c'est du travail. Hein. On a passé une journée à Okabé, c'est tout, mais il faudrait qu'on aille y passer au moins 3 semaines. Hein. Là, on peut avancer un peu. On peut avancer un petit peu. Hein. Qu'est-ce qui est encore essentiel dans le lieu? Il y a quelque chose qu'on trouve systématiquement sous tous les mégalithes. Mais vous savez, c'est l'eau. Et oui. Et c'est l'eau. Et là aussi, c'est magnifique de voir comment l'eau inonde. Alors, j'ai envie de raconter une petite anecdote. Parce qu'à un moment, il y a des gens qui sont passés. Puis j'ai dit, Alain, arrête un peu tes baguettes, on va attendre qu'ils soient passés. Puis Alain, il a gardé sa baguette de sourcier à la main, comme ça. Il y a un des messieurs qui était là, il lui dit « Vous espérez trouver de l'eau ici ?» Et c'était improbable parce qu'on est comme dans un espèce de désert d'herbes là et de pierres, une lande. Et c'était drôle, alors on lui a dit « Oui, on espère trouver de l'eau. » On va creuser un puits. Bien sûr qu'il y a de l'eau. Et quand on a des sites mégalithiques, quand on a des pierres, on a toujours de l'eau. Et ça peut paraître surprenant. Des fois, ça paraît tellement désertique. On se dit, mais c'est incroyable, il y a de l'eau. Hein. Et on n'a jamais de doute. Et forcément, on en trouve. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment elle s'organise. Parce que là, on ne sait pas. On se dit, bon, alors est-ce qu'il y a une petite veine d'eau? Mais il y a beaucoup de pierres. Alors, comment est-ce que ça tourne autour de ça? On ne sait pas, quoi. Hein. À chaque fois, moi, c'est ça que j'aime. Hein, parce que c'est la découverte. Hein, c'est la chasse au trésor. C'est, comme tu disais, le dessin. Qu'est-ce que ça va représenter, ça, à la fin, une fois qu'on va avoir tout cherché. Alors, quel circuit fait l'eau et pourquoi on trouve de l'eau sous toutes les pierres qui forment le cercle. Ce ne sont pas des grosses pierres. Tout au plus, celles qu'on a vues, elles faisaient 1,50 m de haut, en imaginant qu'elles sont enterrées de moitié. Donc elles dépassaient de 70 ou 80 cm.
Et il y a le centre du cromlech. C'est un endroit stratégique. Là, il y avait peut-être un hôtel. En tous les cas, ce qu'on a pu observer, nous, c'est que sur certains cromlechs, on voit encore quelques pierres. En fait, ce cromlech qui fait 7 mètres de diamètre et les archéologues nous indiquent qu'il y a une quarantaine de pierres qui composent ce cromlech. C'est beaucoup de pierres. Hein. Et on trouve la présence de l'eau sous chaque pierre. Il n'y en a pas une qui échappe. Hein. Mmh. Alors déjà, on arrive avec les baguettes, on fait tout le tour et il y a de l'eau, 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 il y a de l'eau. Waouh! Déjà, là, même si on s'y attend, hein, on se dit « Oh, ils ont fait ça ici aussi. Oui, hein ?» Comme partout, tout le temps. Ouais. Oh, et là, j'ai juste trouvé ça, ça fait tellement plaisir. Déjà, on se dit, ils ont mis l'eau sous les pierres hein, pour faire vibrer les pierres. C'est ça, hein, si tu veux faire vibrer la pierre, il faut qu'il y ait de l'eau en dessous. Et à ce moment-là, ça y est, ça commence à vibrer. Puis si en plus, on a un courant tellurique, et puis si en plus, on a... Voilà, alors là, on a un vrai lieu qui va dégager de l'énergie. Alors, on peut imaginer qu'il y a un circuit d'eau comme ça qui passe en rond sous les pierres. Non. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et ce qui me plaît, c'est que là, tu as pris les baguettes, tu as fait les circuits. On a fait un certain nombre et c'est assez intéressant. Mais oui, alors ça pose question. Hein, parce qu'au début, on se dit, allez, on va chercher ça. Puis après, une fois qu'on commence à faire ça, on se dit, mais c'est pas possible. Hein. Comment est-ce qu'ils ont fait ça? Alors, on va décrire un petit peu. Hein. Donc, quand on part d'une pierre et qu'on regarde le tracé de l'eau, on va voir que ça va alimenter 1, 2, 3 pierres avant de ressortir. Et après, on prend un autre courant d'eau qui s'en va comme ça et il va venir alimenter 1, 2, 3 avant de ressortir. Et là, on se dit, mais l'eau dans la nature, elle ne fait pas ça. Elle ne fait pas en sorte qu'à chaque fois, ça vient alimenter une partie de ce cercle. Donc là, on se dit, bon, voilà, ça nous pose question, ça pose toujours la même question, hein, c'est naturel, pas naturel. Puis la réponse, elle arrive vite, hein, on se dit, il y a quelque chose là, il y a un bricolage, voilà. Il semblerait bien qu'elle a été un petit peu agencée, un petit peu organisée, un peu modelée, hein, pour que ça vienne alimenter, comme par magie, toutes les pierres du rond. Voilà, c'est un petit peu ça qu'on a compris. Hein. Et on a été aidé parce qu'on a un ami druide. Et il nous dit, en fait, un courant d'eau, on ne peut pas le déplacer, mais on peut déplacer l'influence de ce courant d'eau. Ah, merci, druide, de nous enseigner ça. Moi, je suis contente parce que ça vient apporter de l'eau au moulin. Tiens, voilà, ça vient commencer à nourrir un petit peu l'imaginaire. On peut comparer ça à de la brume. Imaginons cette énergie qui est de la brume, on la prend et on la dirige. Et on la fixe dans cette direction-là, on l'implante. Voilà, c'est posé. Et ça dure, on pourrait enlever les pierres, l'énergie elle est encore là. Oui, on a vu par exemple un petit cromlech qui était très abîmé ailleurs, hein, qu'à Okabé, et on a cherché les courants d'eau et on pouvait vraiment arriver à savoir exactement l'endroit des pierres, savoir presque le nombre de pierres qu'il y avait avant sur ce petit cromlech où il reste plus que 2, 3 pierres apparentes. Hein. C'est-à-dire que le façonnage, comme tu disais, hein, comme de la brume en fait qu'on aurait façonné, dirigé pour l'emmener là où on a besoin, eh bien ce façonnage il est immuable. Il est fixé. Ouais. Il est fixé et pour des générations et des générations d'hommes à venir. Ça c'est beau. Hein. Ça, je trouve ça magnifique. Vraiment, moi j'y crois. Hein. Bah, si on n'y croyait pas, on ne viendrait pas vous raconter des salades hein, comme ça. Hein. Mais bon, c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile d'y croire et parfois si on parle de ça à des personnes qui n'ont jamais entendu parler, ils vont nous prendre pour des zinzins. Hein. Mais bon, nous on y croit, on va marcher des kilomètres dans la forêt pour aller dans ces endroits parce qu'on a envie de comprendre comment étaient fabriqués ces endroits, à quelle fin. Et petit à petit, on apprend à lire. On n'a pas étudié tous les éléments hein, qui composent justement ce mandala. On peut rappeler ça un mandala hein. Ah oui, un grand mandala avec des couleurs différentes. Voilà, le bleu c'est pour l'eau. Ensuite, on a le courant tellurique en rose. Ensuite, on va pouvoir... Alors, on a étudié quand même un petit peu le réseau sacré. On sait en fait qu'il y a aussi cheminée, vortex, tout ça. On sait qu'il y a encore tous les éléments qui composent le mandala habituel.
hein, Ouais. pour fabriquer un lieu sacré, un lieu d'énergie magnifique. Hein. Oui, il y a tous les éléments de façon très, très puissante, très forte. Hein. Les réseaux, s'ils sont là, ils sont gros. Ce sont des gros réseaux. Comme Énorme. si on trouve la même chose qu'on trouve sous, par exemple, un très gros menhir, mais de façon organisée différemment. Et puis aussi, ce rond fait penser quand même au soleil. Il est à la fois solaire et aussi lunaire. Et On n'a là, pas encore abordé ce thème, mais il Ouais. est très important, hein, qui est celui de l'astronomie. oui, Par association d'idées, je vois cette croix basque, hein, qui est ce symbole qu'on va retrouver un petit peu partout, hein, en Pays Basque. J'y vois dans cette symbolique la représentation des 4 phases de la Lune, avec la nouvelle Lune, premier quartier, la pleine Lune, le dernier quartier, et on recommence, voilà, le mois lunaire. Moi, je vois ça représenté dans cette croix basque. Ici à Okabe, on est sur un cas de figure en fait où le cromlech est en lien avec la lune et le soleil. avec le soleil. Hein, on appelle ça un lieu lunisolaire. Ces pierres principales, elles ont vraiment une physionomie particulière. Elles ont été choisies pour représenter un axe particulier. Et on a une très belle pierre en fait qui est la plus grande, hein, qui est placée en direction du lever du soleil au solstice d'hiver. Et en face, on en a une qui représente le coucher du soleil au solstice d'été, hein, si je ne me trompe pas. Oui, Hein, lever du soleil au solstice d'hiver et coucher du soleil au solstice d'été. Parfois, c'est l'autre axe hein, sur d'autres cromlechs, c'est-à-dire coucher du soleil au solstice d'hiver, lever du soleil au solstice d'été. Ça, c'est presque récurrent, hein, c'est quelque chose qu'on va retrouver très très souvent. Hein. Quand on pense mégalithe, on pense à la Bretagne, par exemple. Hein. Si vous allez dans les Pyrénées, France, Espagnol, peu importe quel côté de la frontière, mais c'est inondé hein, de sites mégalithiques avec des menhirs couchés. Bon, il y en a quelques-uns debout, des cromlechs, des dolmens, énormément. Elle est intéressante, cette pierre principale hein, de ce cromlech. En fait, elle a une forme. Et quand on se met à l'intérieur du cercle de pierre et qu'on regarde cette pierre dans la direction de l'horizon, eh bien on voit la montagne principale, la belle montagne, le mont Ori, qui a grosso modo la forme de cette pierre, hein, les mêmes ondulations. Alors ça c'est beau, moi ça m'a émue. Et je me suis dit que ces mégalithiques là, c'était vraiment des poètes. Ils ont fait la montagne à la forme de la pierre. C'est quelque chose. C'était des artistes, des créateurs. Ah, ils ont fait la montagne. Ils ont choisi la pierre qui correspondait le mieux à ce qu'ils voulaient. En même temps, ça rendait hommage à ce grand mont Ori, là, qui est très beau. Et en même temps, c'était un petit clin d'œil, hein, et pour dire, regardez, c'est dans cette direction-là qu'il faut regarder. Et vous savez, vous pourrez regarder chaque pierre. Moi, je suis restée vraiment en émerveillement sur un cromlech qui est juste à côté, un autre, devant une pierre. On dirait une femme. C'est très beau. Et comme les heures passaient, on voyait toujours sa face un petit peu changer, son visage changer. On voyait une femme comme avec, c'est pas un voile ou alors une chevelure comme ça, et on voit son sourire. Et elle est magnifique cette pierre. Et d'autres pierres encore, il y en a une qui a une petite tête d'animal. Et des pierres aussi, moi j'ai remarqué, avec des traits comme ça, tu vois, qui représentent vraiment, c'est comme les chrismes, tu vois, on a les grands axes, les grands tracés de lever, de coucher de soleil, hein, qui sont, bon, il y a les 2 grands axes principaux des levées et couchers de soleil. Et puis on pourrait parler de lever et coucher de lune aussi, hein, les extrêmes coucher lever lunaire, parce qu'ils sont sans aucun doute représentés aussi dans ces cercles de pierre. Mais on n'a pas eu suffisamment de temps pour pouvoir travailler sur ce sujet. Il faudrait qu'on y retourne hein, pour pouvoir encore creuser sur ce sujet-là. Parce que la lune, tous les bergers qui sont sur les montagnes avec leurs troupeaux, et ils connaissent tous ces cycles de lune par cœur, et c'est tellement important. Ils ont le cycle de la lune croissant, décroissant, on voit bien dans le ciel. C'est sur ce cycle-là que les Basques ont bâti leur calendrier, leur mois. Donc ce sont des mois lunaires. Sur le calendrier antique. Hein. Sur le calendrier antique, le mois, il a la durée du cycle croissant-décroissant. Donc 29 jours et demi. Et l'année commence à la pleine lune qui suit l'équinoxe d'automne.
donc qui se situe au plus tôt le 21 septembre, et puis ensuite, ça dépend des années. Ça dépend des années, ça peut aller jusqu'à la mi-octobre facilement, quoi. Un mois dure une lune, une lunaison. Oui. C'est étonnant, hein? Oui. Et du coup, au bout du compte, il faut quand même que ça corresponde au soleil. Donc, comment est-ce qu'il faisait? Eh bien, si on calcule 12 cycles lunaires, on est à 354 jours, hein. Donc il nous manque 11 jours pour faire une année solaire. Et qu'est-ce qu'il faisait? Tous les 3 ans, il rajoutait un mois lunaire, et ce mois lunaire, il le plaçait à l'équinoxe d'automne. C'est ça. Ensuite, tout ça a été balayé parce que c'était trop compliqué d'arriver à gérer tout ça. Et aujourd'hui, c'est le cycle solaire qui a été adopté. Juste peut-être ce qu'on peut en retenir, c'est l'importance du cycle lunaire, en tout cas celui-là, croissant-décroissant. Et après, on a le cycle montant et descendant qui est relié avec le cycle de 19 ans, cycle d'Abaris, là, qu'on a vu. Et donc, ils connaissaient bien ces deux cycles. Hein. Ces deux cycles-là étaient importants et représentés. Aujourd'hui, on est complètement déphasé. Hein. On ne sait plus du tout. Hein. On ne sait plus se repérer dans le temps avec ces grandes dates, hein, ces grands cycles. Hein. Donc c'est ça, moi j'aime essayer modestement de me relier avec ces grandes saisons et ces grands cycles, me détacher un petit peu de ces fêtes, on va dire, commerciales, hein, qui n'ont plus rien à voir du tout avec ces anciens cycles. Ouais. Voilà, on vous a emmené un petit peu dans les Pyrénées. Pour nous, c'est des voyages d'études qui sont éclairants, qui sont lumineux, qui sont enrichissants, nourrissants. Et voilà, et donc ça nous fait plaisir de vous les partager. Vous inviter à aller ici vous balader là dans ces hauteurs. Et avec votre ressenti, avec les baguettes, les pendules, ça peut aider pour arriver à trouver des nouvelles choses. Si vous avez l'occasion d'aller à Okabé, de faire des recherches, alors on sera très content que vous nous fassiez part justement de ce que vous avez trouvé. Hein. N'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo à nous faire part justement des choses que vous avez pu vous chercher, découvrir pour enrichir, parce qu'on est content de partager. Un grand merci à Stéphane et Tché pour les images drones. Quelque chose qu'on n'a pas dit aussi, c'est des lieux qui servent, ils marchent encore. Pourquoi ils ont été créés ces lieux? Pour concentrer de l'énergie très très positive, de l'énergie guérisseuse, par exemple, et ils fonctionnent. Comment les utiliser? De laisser faire, hein. Ça va faire ce que ça devrait faire. Et j'aime bien penser que la pierre de toute façon, elle-même, elle est thérapeutique. Donc, elle va nous envoyer une énergie, et comme quand on se coupe, par exemple, ou qu'on se blesse, le corps, lui, saura où aller travailler. Et la pierre, c'est pareil. La pierre, elle va nous scanner, et elle va savoir où travailler sur nous. Donc, si on se pose là, qu'on est prêt à recevoir, on va recevoir ce qu'on a à recevoir. Je crois vraiment ça. C'est gratuit. C'est gratuit. Ouais. C'est disponible pour tous. Ouais. On peut s'installer en méditation au milieu du cromlech, on risque rien, hein, c'est pas dangereux. Hein. Oui. On peut s'installer là, on peut s'asseoir par terre. À un moment, on va se dire, peut-être au bout de 5 minutes, on va se dire, ça y est, je sens que c'est fait. Hein, je sens que c'est fait. Ça peut être plus long, hein, chacun va trouver son rythme. Hein. Moi, je me suis installée au milieu du cromlech, j'ai reçu la belle énergie là qu'on pouvait recevoir. Et puis après, je me dis, mais il faut qu'on le dise, il faut que les gens aillent dans ces endroits, pas que à Okabé, hein, vous allez en trouver plein des endroits comme ça d'énergie qui veulent vous accueillir, et puis vous pouvez simplement vous laisser traverser par ces belles énergies, et puis c'est gratuit, c'est pour tout le monde. On a vu des endroits, je pense autour d'un menhir où on a rencontré Lisa avec ses copines là, qui faisaient un cérémoniel autour d'un petit menhir, et ça nous a fait beaucoup de plaisir de rencontrer. On leur a manifesté. Lisa, si tu nous vois, on t'envoie un petit coucou, parce que c'était un vrai bonheur en fait de se dire, tu vois, il y a des endroits où il y a des gens qui viennent, ils font comme nous, ils viennent se mettre dans ces endroits pour recevoir la belle énergie, et comme tu dis, l'énergie qui va correspondre à ce qu'on a besoin de recevoir. Voilà. Hein? Alors en tout cas, on va se laisser sur ces belles images. On va se retrouver bientôt parce qu'on est revenu avec beaucoup de trésors dans nos bagages, et on a encore plein de choses qu'on a envie de partager avec vous, vraiment beaucoup. On est parti presque un mois pour faire l'étude de lieux d'énergie, et on a eu toujours du beau temps, donc on a beaucoup travaillé.
Alors, on va se retrouver bientôt. Il faut qu'on prenne le temps de déjà trouver une journée où il ne pleut pas pour venir faire du son à l'extérieur. Il faut qu'on prépare aussi les choses qu'on a envie de vous dire, parce que ce n'est pas toujours facile de savoir qu'est-ce qu'on a envie d'extraire du contenu. Il faut qu'il n'y ait pas de vent non plus pour que le son soit à peu près correct. On a encore plein de surprises à partager avec vous. Et en tout cas, moi je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour la suite. Oui, à bientôt. Merci d'être là, merci d'avoir été là avec nous pour nous écouter, pour nous entendre. Et puis ça nous fait plaisir de partager tout ça avec vous. Ouais. Alors à une autre fois, à bientôt. Salut les amis. Petites feuilles de l'automne. Les belles petites feuilles de l'automne.